En élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je tiens à vous remercier sincèrement. Voici tous nos amis. Nous avons des milliers d'amis. L'année 2024 est certainement, au cours des 10 dernières années, la plus riche en événements politiques. Et j'en veux pour preuve 3 événements que je vais développer dans cette vidéo, à savoir l'élection de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, les événements politiques en France avec la dissolution annoncée par Emmanuel Macron, chose qui n'était jamais arrivée depuis plus de 60 ans en France, et outre-Atlantique, l'élection de Donald Trump. Avant de commencer, je voudrais remercier les 500 personnes qui se sont abonnées au cours des 28 derniers jours à ma chaîne. Nous avons passé le cap des 3000 abonnés. J'en suis très fier, j'en suis très heureux. Merci pour votre fidélité. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Et si vous êtes là depuis très longtemps, n'hésitez pas à partager la vidéo et surtout à laisser un like. Au Sénégal, l'élection de Bassirou Diomaye Faye marque un événement important dans ce sens que c'est une élection qui confirme la tradition démocratique du Sénégal. En 8 mois de gouvernance, évidemment, il est trop tôt pour tirer des conclusions. On ne va pas ici faire le bilan du quinquennat, du premier quinquennat, s'il se présente encore, on n'en sait rien. On ne va pas ici faire le bilan de la gouvernance de Bassirou Diomaye Faye, mais je pense qu'on peut d'ores et déjà analyser les premiers pas, les jalons qui sont posés et à partir de là, déterminer ou bien émettre des hypothèses, parce que bon, évidemment, on n'est sûr de rien à ce stade, mais émettre des hypothèses sur la suite du quinquennat. Moi, ce que je peux dire, c'est que déjà, la révolution telle qu'attendue sera sans doute moins radicale. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas changer les choses, mais je trouve que le Ousmane Sonko candidat, parce que bon, voilà, Ousmane Sonko, comme le slogan de l'élection présidentielle lui disait, Diomaye Mouille Sonko, voilà, donc Sonko c'est Diomaye et Diomaye c'est Sonko. Et donc ce que je dis pour Sonko est valable pour Diomaye et vice versa. Donc je pense que Ousmane Sonko candidat avait des positions extrêmement tranchées, notamment sur le franc CFA. Le franc CFA est une monnaie coloniale qu'on nous avait laissée pour sécuriser les entreprises françaises contre les risques de change, mais pour pouvoir également capter une partie de nos réserves. Notamment sur les bases militaires, notamment sur les contrats gaziers et les contrats de pêche avec le Sénégal. Aujourd'hui, on remarque que sur ces questions, il y a peut-être beaucoup de déclarations d'intention, mais les actes politiques qui contribuent, ne sais pas, à changer ces choses sont beaucoup moins, ces actes sont beaucoup moins radicaux. Et pour une raison très simple, c'est que d'abord, il y a une réalité d'opposant et il y a une réalité de gestion du pouvoir. Et l'autre raison pour moi, c'est que par sa position au niveau de la scène internationale, au niveau de la communauté internationale et même au sein de la sous-région et en Afrique, le Sénégal est un pays qui est loin de connaître cette forme de révolution un peu radicale qu'on a aujourd'hui au sein de l'AES, donc au sein du Mali, du Burkina et du Niger. Et pourquoi? Parce que au Sénégal, on a quelque part une forme d'élite très impliquée dans la chaîne internationale. On a beaucoup d'institutions qui sont présentes au Sénégal. On a énormément d'élites sénégalaises qui dirigent des institutions, notamment au Niger, au niveau de l'ONU. Donc en fait, le Sénégal est finalement un pays, on va dire, d'une élite internationale qui, pour moi, aujourd'hui ne pourrait pas s'accommoder avec cette forme de transformation radicale que Sonko et Diomaye envisagent. Par exemple, quand on prend la question des bases militaires, alors le premier ministre Ousmane Sonko a déclaré que les bases militaires, avant lui, évidemment, je lui dis que le président Diomaye Faye a fait cette déclaration. Ousmane Sonko l'a confirmé lors de sa déclaration de politique générale, mais bon, contrairement à ce qui a été fait au Tchad, où dès que la décision a été annoncée, quelques mois après, les soldats français ont commencé à partir. Ce n'est pas le cas encore au Sénégal. Donc, même si ça doit se faire, je pense que ça se fera dans un cadre beaucoup moins radical et beaucoup moins hostile que ce qui a été fait dans les autres pays. On rappelle quand même que l'une des plus grandes bases militaires françaises en Côte d'Ivoire, le 43e BIMA, est en train de se vider de ses troupes pour le laisser aux soldats ivoiriens sans beaucoup de bruit, comme on le dit. Donc je pense qu'au Sénégal, ça va être du même ordre, c'est-à-dire que même s'il y a des déclarations, les choses seront beaucoup moins radicales
que ce qui a été fait. Donc l'autre élément sur le Sénégal, ça concerne la politique nationale. Bon, voilà. La politique nationale, pour l'instant, il n'y a pas énormément de changements. Il y a eu dans un premier temps les audits qui ont été commandés par Ousmane Sonko. Bon, alors les résultats ont été publiés, des poursuites ont été annoncées. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là. Et aussi, on remarque que dans sa déclaration de politique générale, Ousmane Sonko envisage, par exemple, d'abroger la loi d'amnistie qui a été votée par Macky Sall avant son départ du pouvoir, pour essayer de juger en fait toutes les personnes qui ont été impliquées dans les massacres lors de la crise qui a précédé les élections. Aujourd'hui, quand on regarde au Sénégal, la jeunesse attend énormément de ces deux pouvoirs-là. Et moi, ma crainte, c'est qu'aujourd'hui, ces attentes-là ne soient pas très vite comblées et que cette jeunesse-là commence à s'impatienter. Le nouveau gouvernement... Qu'est-ce que tu reproches au nouveau gouvernement? Ça fait 100 jours qu'ils sont là. Oui, c'est parce qu'ils ont promis un pont là où il n'y a pas de rivière. Ousmane Sonko... Ils ont promis un pont là où il n'y a pas de rivière. Effectivement, parce que Ousmane Sonko a arnaqué la jeunesse en leur disant que vous êtes riches. Le jour où je serai au pouvoir, vous aurez du travail, votre vie va changer. C'est ça le risque aussi, c'est-à-dire que plus les attentes, plus l'espoir est grand et plus les attentes sont énormes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise a placé un grand espoir dans le pouvoir de Bassirou Diomaye Sonko. J'espère pour eux qu'ils vont pouvoir arriver à bout de leurs efforts. Mais encore une fois, il y a une réalité d'opposants et il y a une réalité de dirigeants. Et aujourd'hui, on peut dire que, encore une fois, la révolution tant attendue ne sera pas aussi radicale. Pour le cas de la France, alors, le cas de la France est extraordinaire parce qu'on a vécu une année politique extrêmement mouvementée, extrêmement riche en événements. Et ça ne s'arrête pas puisque on est le 31 décembre. On est le 30 décembre quand j'enregistre cette vidéo. Les événements continuent. Alors, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, le cas de la France, parce qu'effectivement, les événements étaient tellement rapides, tout allait tellement vite et que, en fait, on ne pouvait pas analyser les choses simplement, étant donné qu'un événement a chassé un autre. Mais on va revenir là-dessus très brièvement. Donc voilà, on a cette élection européenne qui a lieu donc au mois de juin 2024, à la suite de laquelle Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale, tout simplement parce que le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, arrive en tête. Alors, c'était pas obligatoire. Pourquoi? Parce que généralement, les élections européennes, même si l'Union européenne a beaucoup d'impact sur la politique nationale des États, mais généralement, les prédécesseurs d'Emmanuel Macron n'ont pas toujours tiré des conséquences au niveau local, donc je vais dire au niveau national des élections européennes. Tout simplement parce qu'au fond, cette élection n'a pas tellement d'impact sur la politique locale, d'accord, même si ça peut montrer à un certain niveau les rapports de force, mais c'est une élection proportionnelle, donc voilà, ça n'exprime pas toujours évidemment les réalités locales. Et ça, les prédécesseurs d'Emmanuel Macron l'ont pas fait, ils n'ont pas tiré de conclusion. Moi, je pense que, et ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, je pense que en ce moment-là, Emmanuel Macron a fait un pari d'essayer de mettre le Rassemblement national à l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire faire en sorte que, parce qu'en ce moment, il faut rappeler que au moment des élections européennes, le Rassemblement national était extrêmement haut dans les sondages. Donc moi, je crois que en ce moment-là, Emmanuel Macron a fait le pari de faire en sorte que le Rassemblement national se confronte à l'exercice réel du pouvoir, c'est-à-dire que Jordan Bardella et Marine Le Pen arrivent en tête des élections, donc peut-être même gagnent la majorité à l'Assemblée nationale, qu'il nomme en ce moment-là Jordan Bardella comme Premier ministre et eh bien, on aura eu le Rassemblement national à Matignon, donc au poste de Premier ministre, donc aux commandes du gouvernement, peut-être jusqu'en 2027, et donc essayer de les mettre à l'épreuve. Moi, je pense que, et ça n'engage que moi encore une fois, je pense que c'est le pari d'Emmanuel Macron. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, énormément d'articles de presse documentent le fait que cette dissolution n'avait pas été sérieusement préparée, sinon qu'elle a été décidée du simple fait et unique du président de la République. Évidemment, ça fait partie de ses prérogatives. On va pas, moi je pense que voilà, on n'a pas à lui reprocher ça. S'il a fait, c'est parce que c'est écrit dans la Constitution. Donc, on a cette
surprise là de voir que la gauche qui était extrêmement fracturée sur les élections européennes parce que le parti de Jean-Luc Mélenchon, donc la France Insoumise, et l'autre parti de la gauche, donc les socialistes, n'avaient absolument pas la même vision des choses en ce qui concerne le conflit qui oppose Israël et le Hamas. Et donc au moment des élections européennes, la gauche était extrêmement divisée. Mais à partir du moment où Macron fait la dissolution et qu'on a le risque d'avoir le Rassemblement national majorité à l'Assemblée, donc à Matignon, et ben cette gauche-là, à la surprise de toute la classe politique, à mon avis, s'est réunie et ils ont constitué ce qu'on appelle le NFP, donc le Nouveau Front Populaire. Donc voilà, le Nouveau Front Populaire qui arrive en tête lors des élections législatives. Ils arrivent en tête, certes, mais ils ne sont pas majoritaires. Le problème, c'est que, alors c'est pas moi qui le dis, hein, voilà, il y a des responsables politiques assez influents en France qui l'ont dit, que la tradition républicaine, c'est de faire en sorte que le parti qui arrive en tête soit nommé à Matignon. Emmanuel Macron n'a pas choisi cette option pour la simple raison que pour lui, le candidat, donc en l'occurrence une candidate qui s'appelle Lucie Castet, qui a été désignée par le NFP pour être à Matignon, serait censuré. Donc Macron n'a pas privilégié cette option au motif que tout candidat issu du NFP aurait été censuré. Pas de bol pour lui, malheureusement son candidat qu'il choisit pour Matignon, donc Michel Barnier, est censuré. C'est un événement rare qui n'est jamais arrivé, qui n'était jamais arrivé depuis plus de 60 ans en France. Donc c'est totalement historique, la censure d'un gouvernement. Bon, alors aujourd'hui, quels sont les éléments? On a vécu cette année donc riche en rebondissements au niveau de la France et aujourd'hui, l'instabilité politique de la France n'est pas terminée parce qu'il y a plein de personnes au niveau de la scène politique qui réclament, d'autres réclament la démission d'Emmanuel Macron, d'autres prédisent des élections anticipées avant 2027. Bon, je ne saurais me positionner là-dessus, d'autant plus que je n'ai pas une boule de cristal. Ce que je peux dire, c'est que je ne vois pas comment les choses vont se passer jusqu'en 2027 pour Macron parce que, bon, aujourd'hui, il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Le centre, donc on a la gauche et l'extrême droite, enfin, la droite, si on élargit, qui sont deux blocs et au centre, on a Macron dont les députés sont extrêmement minoritaires. On a les républicains, donc la droite républicaine comme ils le disent, qui s'associe à Macron pour essayer de gérer. Donc on a une alliance un peu des partis minoritaires au centre là qui forment aujourd'hui le gouvernement de François Bayrou. À mon avis, ça ne va pas tenir très longtemps, d'autant plus que l'équation de François Bayrou est extrêmement équilibriste. Il s'agit à la fois de satisfaire les exigences du Rassemblement national à droite, sinon à l'extrême droite, et au niveau de la gauche, essayer de ne pas provoquer également, parce qu'il faut rappeler que le parti, donc le MoDem, le mouvement démocrate de François Bayrou, est un parti centriste. Donc voilà, à l'intérieur, vous avez un mélange de gens qui ont des sensibilités de gauche et des sensibilités de centre droit, de centre gauche et de centre droit. Donc en fait, c'est extrêmement composite. Et en fait, à l'intérieur de ce parti-là, beaucoup sont sensibles à des questions sociales, notamment sur les retraites, sur le travail, et d'autres vont être beaucoup plus sévères sur les questions d'ordre et de sécurité. Et donc, c'est une majorité qui est extrêmement instable pour François Bayrou. Donc, à mon avis, soit on aura une autre censure avant juin 2025, date à laquelle Macron pourra encore dissoudre le Parlement pour organiser de nouvelles élections. Et si on a une autre censure avant 2025, je ne sais pas en ce moment-là comment Macron pourrait nommer un autre Premier ministre, d'autant plus que, on peut le dire de façon très, très ironique, mais le poste de Premier ministre est devenu paradoxalement le poste le plus difficile à pouvoir en France quand on regarde les derniers événements. Donc on a ces deux scénarios-là, c'est-à-dire soit Bayrou se fait censurer avant juin et en ce moment-là, Macron serait extrêmement compliqué pour lui de trouver une autre parade, soit Bayrou arrive à se débrouiller jusqu'en juin 2025 et en ce moment, Macron pourrait dissoudre, même s'il a fait savoir qu'il n'a pas envie de le faire. Mais bon, voilà, ça n'engage que ceux qui peuvent y croire. Macron pourrait en ce moment-là dissoudre encore le Parlement et organiser de nouvelles élections pour, pourquoi pas, se donner une majorité confortable avant 2027 dans des élections. Donc voilà un peu le cas de la France, situation extrêmement précaire, extrêmement sensible. On verra comment les choses vont s'articuler dans les mois à venir.
On passe maintenant aux États-Unis où on a eu l'élection. Est-ce qu'on pourra dire surprise? Je ne suis pas si sûr parce que voilà, quand on regarde la trajectoire, la dynamique qu'a connue Donald Trump depuis sa défaite en 2020 jusqu'à 2024, là, on ne peut pas dire totalement que sa victoire était une surprise. Et pourtant, bon, en tout cas, si on s'y fie au sondage, on aurait cru que Kamala Harris allait battre Donald Trump. Mais voilà, elle a perdu lamentablement et il a fait le plus gros score qu'un républicain n'ait jamais fait. On ne va pas s'improviser spécialiste, mais du point de vue du simple observateur que moi je peux être, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la politique, on peut dire que l'élection de Donald Trump s'explique par quelque part le sentiment qui se répand aussi en Europe, hein, c'est-à-dire une bonne partie de la classe moyenne qui se sent complètement délaissée, qui n'a pas l'intention d'être écoutée, d'être suffisamment compris par les élites. Il y a un chiffre qui est assez éloquent, c'est qu'à Washington DC, donc la capitale en politique, un petit peu administrative, là où l'État fédéral est implanté, les chiffres donnent qu'il y a à peu près 95% des gens qui ont voté démocrate. Donc quand on a ces chiffres-là, on peut aisément dire, on peut comprendre pourquoi peut-être dans les instituts de sondage, parce que bon, l'opinion se fabrique quelque part à partir des centres de décision. Ici à Washington, tout le monde pense que Kamala va gagner. On pourrait peut-être comprendre pourquoi ça explique la débâcle des sondeurs. Mais bon, ça c'est un autre gros sujet sur lequel on pourrait épiloguer pendant longtemps, parce que bon, les sondages se sont toujours trompés. Ce qu'on peut dire, c'est que l'élection de Donald Trump est le fait de cette classe moyenne américaine qui avait du mal peut-être à payer ses factures, qui avait du mal à joindre les deux bouts, à trouver du travail, qui a une sensibilité aussi sur l'immigration. C'est ce qu'on voit même aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Europe, pratiquement dans tous les pays, les partis de droite dure, pour ne pas dire extrême droite, gagnent beaucoup en popularité, tout simplement parce qu'il y a une très grande partie de la classe ouvrière qui est un peu déçue de ses affinités politiques traditionnelles, c'est-à-dire de la gauche, une gauche qui, si on s'en tient à ce qu'on entend parfois dans la bouche de ces personnes, ne défend plus les intérêts de la classe ouvrière. Donc, c'est ce qui explique quelque part l'élection de Donald Trump. Et Joe Biden, pourquoi il échoue? Il échoue pour plusieurs raisons. D'abord parce que voilà, il y a tous ces scandales-là, notamment la question de son fils, son âge, et on a vu à quel point il est sorti du jeu politique. Donc tout ça a éminemment renforcé la popularité d'un Donald Trump qui s'est montré, on va dire, un petit peu héroïque. Hein. C'est pas un qualificatif personnel que je lui attribue, mais si on se fie par exemple à sa tentative d'assassinat, à ses combats judiciaires, et il s'en sort de tout ça. Quelque part, l'Amérique qui adore les histoires, l'Amérique qui adore les contes, qui adore en fait les personnages fantasques, je pense que ça a été un point fort pour lui et il arrive à se faire élire. Trump sera installé officiellement président des États-Unis le 20 janvier. Moi, je pense que la scène politique internationale aura d'énormes surprises, notamment sur le conflit en Ukraine, au Moyen-Orient et au niveau de l'Union européenne avec les taxes qu'il annonce. On suivra tout ça. L'année 2025 sera une année aussi extrêmement riche. En Côte d'Ivoire, on a les élections présidentielles. On va revenir sur tout ça dans d'autres vidéos. Et encore une fois, merci à vous d'être là. Merci à vous de vous abonner. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints récemment. 500 personnes se sont abonnées au cours des 30 derniers jours. C'est quand même extraordinaire. On a 3000 abonnés. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve prochainement en 2025 pour une nouvelle vidéo.